c'est moi le chef. C'est moi qui fais les lois mondiales, et je dirais presque universelles. Pas vrai? Non, c'est le vrai boss il est là. On va parler d'humilité aujourd'hui. C'est un sujet que... Si vous tapez humilité.fr, c'est ma photo qui sort, je vous jure que c'est vrai. Mais groscon.com aussi. Merde, j'ai entendu un merde. On ne sait pas de quoi on va vous parler. Donc on conclut toujours, on n'a pas encore commencé, on attend un peu. On conclut toujours avec Damien, The Boss of the Boss. On conclut toujours nos week-ends, hein, on peut le dire. Et on ne sait jamais sur quoi on va parler. Un petit peu. Alors peut-être, ça sera peut-être ce soir, là. Qu'est-ce qu'on a mangé tout à l'heure de là? Du choco-courgette, pour ceux qui connaissent. Vous dit quelque chose? C'est un chocolat fait avec de la courgette. Vous connaissez pas? Si, toi tu connais. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez que Pierre-Alain aborde ou pas, particulièrement? Là, l'idée, c'est qu'on fasse un mix entre sa carrière, qui a débuté en 1843, et je ne sais pas si vous avez suivi aussi ces derniers mois, voire dernières années, il est de plus en plus aussi présent sur toute une partie spiritualité. Moi, je vous avoue que c'est plutôt là-dessus aussi que je le suis. Donc on va débuter d'ici quelques minutes. Si d'ici là, vous avez des envies particulières, voilà. Il est capable de tout traiter, ce garçon. Alors les mal de dos, oui, ça sera à 18h40. Puis je suis les mal de dos. La maman, ça va très bien faire ça. Même à distance. Ah ouais, ceux qui connaissent un peu. Chaval. Toi aussi, tu fais? Ah, je suis un druide. Il a fait ta dame? À quel temps? Très bien. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Nous rappelons attention des pièces en commun au commissariat général, près de l'espace public. Attends ses parents au commissariat. La petite Noémie attend ses parents au commissariat. Numéro de carte bleue. Ah, ça c'est mes amis. Vous avez le droit d'enlever vos masques, j'ai donné la permission. Pour être tout à fait franc avec vous, 80% de la salle, c'est des acteurs qu'on a loués pour... on avait peur de... Levez la main, ceux qui ont été loués. Oh, vous passez les prendre vos cachets. Hein. C'est très cher quand même. Parce que Ça nous coûte un bras, mais c'est coûte pour un ça, bras. c'est pour le principe. Pour ceux qui n'ont pas été choisis pour être dans la salle en tant que figurant, on peut le dire, c'était 1000 € la minute, c'est ça, le deal? Bravo. Merde, j'ai entendu un merde. Bon, allez. Let's go. On peut lancer ou pas? Ouais, on y va. Allez go, bonjour à toutes et à tous. Donc on fait très rapidement la présentation, même si j'en ai parlé. Donc je suis Damien Bagudé, je suis fondateur des Geekfest et du Festival Nuasia France. Donc Pierre-Alain Garet que vous connaissez très bien. Pierre-Alain, ça a été une vraie rencontre en 2016. On l'avait invité au Bordeaux Geekfest. Et depuis là, on ne se quitte plus, on a appris à se connaître. Et c'est vrai qu'il fait un peu partie des chouchous. Pourquoi, mon cher Pierre? Tout simplement parce qu'au niveau des Geekfest, on essaie à notre humble mesure de porter aussi une voix, de traiter des thématiques. Vous avez vu que cette année, on était sur la magie et la sorcellerie. L'année prochaine, je ne sais pas si vous avez suivi, on sera donc sur le geek au féminin. De Angers 2022, ça sera le 2 et 3 avril. D'ailleurs, ça a été validé hier. Vous pouvez déjà le noter sur vos agendas. Et j'en profite, je ne sais pas, il n'y a que des angevins dans la salle ou pas? Non? Il n'y a aucun angevin? Angevin, il y a qui là? Il faut pas avoir honte, il y en a certains. Et après, vous venez du coin? Bordeaux. Il y a des Bordelais? Minute. Formidable. On vous adore, répondez. Ils sont à nous. Il n'y a aucun Parisien, quoi. Purée, je suis le seul PSG ici. Tu sors. Donc, très heureux sur Angers. Pierre, on en parlait il y a 10 minutes, mais la ville est plutôt extraordinaire. Je vais être franc avec vous, je connaissais très mal. Et on a été très agréablement surpris à la fois par le public, à la fois également aussi par les services, hein, par le territoire. Il y a un vrai alignement qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Voilà. Et le public, toutes les conférences ont extrêmement bien fonctionné. Voilà, donc gros big up à Angers et j'ose croire qu'on va s'installer durablement et qu'on va faire une des places fortes de la culture geek en France sur les 3 ou 4 prochaines années. Avec Béchu, c'est sûr. Ouais, il est bon, je confirme.
Pierre, tu veux qu'on commence par quoi? Peut-être refaire rapidement. Tout le monde le connaît très bien ou il y en a qui le connaissent peu? Pierre-Alain? Peu? Tu sors, s'il te plaît. Bon, très rapidement, Pierre-Alain, c'est un peu plus de quasi 40 ans pardon, de travail, oui, pardon, de doublage autre. On en parlait hier, c'est à peu près 30 000 enregistrements. 50 000 50 000 50 000. Et puis un travail tout au long des décennies avec des grands noms, Besson et autres. Est-ce que, comme ça, la brûle pour point, tu peux nous sortir un souvenir marquant, peut-être un premier souvenir pop culture? Ça, on est plutôt début des années 2000. Avec lui, avec Besson? Non, pas avec Besson, mais première fois justement où tu as approché la pop culture. Tu parles, je pense, aux jeux vidéo ou... Ah oui, bon, donc je refais un petit peu vite fait le parcours, bien que je suis pas là. Mais si c'était une conférence sur l'humilité, donc j'ai le droit de parler de moi, évidemment. Donc non, voilà, moi j'ai commencé comme musicien professionnel en tant que batteur, donc je me suis formé rythmiquement et mélodiquement, parce que on était plusieurs, on était 6 dans la famille, et il y en avait 4 qui jouaient, mais il n'y en avait aucun qui voulait chanter. Et j'étais le seul qui jouait de la batterie, et donc tu chantes en même temps. Donc ça va avoir une énorme importance pour mon métier après, parce que évidemment, j'ai développé le sens à la fois rythmique et à la fois le sens mélodique. Et après, donc je suis devenu musicien, et par les hasards, ceux qui étaient dans les autres conférences hier, donc savent comment je me suis retrouvé absolument par hasard à faire des voix. Et j'étais pas doué pour la cuisine, mais j'étais doué pour ça, c'est-à-dire incarner, de voir un texte, c'est assez mystique d'ailleurs, de voir un texte et de savoir ce qu'il faut être comme force de proposition par rapport aux gens qui veulent entendre, quand c'est un client par exemple. Et donc voilà, je me suis trouvé avec appelons-le un don ou une facilité. Et donc voilà, et la culture geek, oui, moi ce que j'ai dit hier dans la conférence, je ne savais absolument pas que le fait de faire des voix dans les jeux vidéo allait prendre une telle importance, à la fois pour moi et pour les gens en fait, parce que ce que j'expliquais hier, il y en a beaucoup qui étaient à la conférence hier ou pas? 2, 3, d'accord. Je vais le répéter, pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, moi un jour, un influenceur qui s'appelle Torque, pour ceux qui le connaissent ou pas, donc Torque, qui travaille chez Webedia, m'appelle en me disant bonjour Pierre-Alain, vous êtes la voix de l'aubergiste et je m'appelle Torque, je travaille chez Webedia, on voudrait avoir votre voix pour le festival Hearthstone de Lille. Et je dis à ce monsieur Krosberg, j'arrivais pas à dire son nom, et je dis, monsieur Torque, je n'ai compris que comme phrase, bande-annonce et Lille, le reste je sais pas de quoi vous parlez. Et il m'a fait écouter au téléphone, il me dit, c'est vous qui faites cette voix-là, et j'ai entendu évidemment au téléphone, bienvenue à l'auberge, approchez-vous près du foyer, qui est donc la voix du personnage de Hearthstone. Et c'est ce moment-là où moi, dans ma vie, où ça bascule, parce que on m'invite déjà au festival Hearthstone de Lille, et qu'est-ce qui fait que je suis dans la première rencontre avec les... Tu peux juste resituer 2013? Oh non, c'est bien après ça. 2015? 2016. Et donc, je rencontre en fait tout ce qui constitue vos intérêts. Moi, je ne connaissais absolument pas. Moi, j'étais vraiment dans une lignée, je dirais plutôt classique, à la fois philosophique, musicale, et de travail créatif sur d'autres choses, mais absolument pas dans une culture geek, en fait. Ce qu'on a... Geek, je savais presque même pas ce que ça voulait dire, quand même. Hein. Et puis, et en fait, j'ai découvert, en fait, tout cet univers, à la fois qui se raccrochait avec des choses que je connaissais, que ce soit les séries ou les films que j'ai découverts ou que j'ai fait, mais la culture du jeu vidéo, je ne la connaissais absolument pas. Et en fait, j'avais une vision, honnêtement, très 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 négative du jeu vidéo. Cette vision peut avoir des gens qui... Moi, je ne joue pas, je ne suis pas un joueur, mais alors pas du tout, quoi. Et donc, une vision très négative du gars qui a une console et puis, tu vois, qui est un peu l'autiste, tu vois, l'autiste. Viens manger! Il bouge pas, quoi, tu vois. Je pensais que tout le monde était comme ça. Et ça bascule quand même, le jour où, évidemment, on me présente sur scène en me disant c'est l'aubergiste,
ça devient la folie parce que les gens veulent me voir, quoi. Donc on est toujours dans l'humilité, d'accord. Non, mais enfin, je veux dire, il y a un rapport incroyable et je découvre, que ce soit un Damien, que ce soit des gens qui n'ont pas 15 ans et qui sont, entre guillemets, ce que je croyais, encore une fois, accrochés sur une sorte de focalisation comme ça. Non, je découvre des gens qui ont été formés sur des jeux vidéo que j'ai fait quand vous étiez petit. Je parlais hier de Adibou, Rayman, Little Big Adventure, Oblivion, enfin voilà. Et Minecraft, par exemple. Enfin, il n'y a pas de fois sur Minecraft, mais quelque part, je me suis aperçu, et tout d'un coup, je travaille avec des gens qui ont été formés et que leur culture a été axée avec ce type de travail mental, neurologique, c'est ce qui m'intéresse aussi, ça m'intéresse beaucoup, de me dire, mais en fait, les gars, c'est des têtes, et ils vont très vite dans la résolution des problèmes, et tout d'un coup, je me suis retrouvé soit dans des festivals, soit dans des conférences, soit des rencontres, ne serait-ce que le monde geek, et j'ai totalement basculé, mais vraiment basculé, c'est-à-dire que je n'ai plus considéré les gens qui jouaient aux jeux vidéo, les gens qui étaient dans la culture du jeu vidéo, de la culture geek. Moi, j'étais dans la culture cinéma, c'est pas exactement la même. Et je peux vous donner une anecdote assez marrante. Je suis invité, qui est assez marrante, je suis invité à une conférence il y a 3 ans, invité par des banquiers du Luxembourg. Et vraiment des banquiers du Luxembourg, il faut y aller. Et le thème, je te jure, le thème, un peu en sous-main, mais c'est du style, comment, c'était à la fois des banquiers, il y avait 50 banquiers, et à peu près 60 à 70 enfants de banquiers, qui veulent devenir, tu vois, enfin. Et le thème, c'est qu'ils voulaient placer leur voix, mais en sous-main, c'est comment être dans le business un mâle alpha. C'est comme un mâle alpha, tu vois, le mec est là et tout ça. Donc, comment aborder, comment aborder quelqu'un. Je leur faisais des exercices du style, je suis dans un ascenseur et vous venez m'aborder et je suis Steve Jobs, par exemple, et vous devez me vendre en 1 minute, parce qu'on est dans l'ascenseur, votre idée, et donc je regarde la manière de regarder, la manière de poser sa voix, etc. Bon, c'est pas le sujet exact. Et à un moment donné, ils ont eu un dérapage de plus que ça, et t'as une maman qui vient et qui dit Monsieur Garrigue, vous connaissez les jeux vidéo, nous c'est un enfer chez nous. Alors t'as tous les gamins qui font comme ça, enfin les gamins qui ont 22 ans quand même, et nous ils ne font que jouer, on n'arrive pas à les intéresser parfois à autre chose que les jeux. Mais vous qui êtes là-dedans, vous avez de la bouteille, est-ce que vous pourriez leur trouver quelque chose pour qu'on leur parle en leur disant, elle l'expose comme ça, en leur disant consacrez-vous un tout petit peu plus aux études. Enfin, et je dis, vous savez, vous avez bien fait de me poser la question. Comme ça, vous avez bien fait et j'ai la réponse. Et là, tu as tous les parents qui font. J'ai la réponse, ça, vous voudrez la noter. Franchement, je peux vous dire que je sais quoi leur dire. Mais surtout, ce que je vais vous dire, vous allez noter la phrase que je vais vous dire, parce que c'est la phrase que vous allez utiliser pour ce sujet. Et je te jure, ils sont là, ils font, ça y est, dans leur tête, c'est le gars va nous trouver comment. Après, tiens, je vais vous dire 2 fois la phrase, vous la noterez si vous pouvez, mais essayez de l'utiliser. Je te jure que les parents, ils sont là, et ça y est, ils voient Moïse qui leur ouvre la mer rouge de la compréhension. Il leur dit, voilà, ce qu'il faut faire, je vous jure ce qu'il faut faire, je vous le dis les parents. La phrase c'est, arrêtez de leur casser les couilles. Je la répète au ralenti, arrêtez de leur casser les couilles. Et là, effondrement dans la salle, la moitié, et par contre les gamins font. Depuis, il est interdit de séjour au Luxembourg. Depuis, c'est non, mais je leur ai expliqué des choses qui sont. J'avais mon téléphone sur la table, je leur ai dit, vous voyez, regardez ça. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Vous croyez que votre dynamique de ce que vous voulez pour vos enfants, vous voulez qu'ils soient banquiers parce que vous avez peur qu'ils ne soient pas banquiers ou que leur vie ne réussisse pas. Vous voulez qu'ils soient pharmaciens, vous voulez qu'ils soient avocats. Je fais un panel, etc. Ça. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Il y a des millions de gens qui travaillent pour ça, qui font des lignes de code, qui inventent des applications, et il y a des milliards de gens qui travaillent avec ça. Donc, quelque part, vous ne savez pas de quoi l'avenir sera fait. Et ce que j'ai essayé de partager, c'est ça, et c'est un peu ce qu'on partage souvent nous,
c'est de dire, vous ne savez pas de quoi est constituée votre créativité. C'est ok, c'est votre peur qui parle. Je disais au banquier, je me permets, moi je suis pas du tout un banquier, mais je pense que c'est votre peur qui parle. J'ai eu des parents aussi qui voulaient le meilleur pour moi. Sauf que, il a fallu à un moment donné que je sorte du port, que j'aille sur l'océan de la vie, et que j'ai mon propre bateau, et que je découvre ma propre Amérique, et pas en écoutant sur les autres, ceux qui avaient peur de sortir du port. C'était un peu ça l'idée. Et donc voilà, donc c'était un exemple. C'est comme ça que j'ai rencontré la culture geek, ou la culture le pop, enfin pop non, je la connaissais, mais c'est-à-dire tout ce qui tourne autour d'une créativité et qui a un rapport vraiment avec... c'est ludique, mais à la fois, je pense, ça c'est un des sujets qu'on a souvent abordé avec Damien, c'est que je crois vraiment à l'attitude intérieure, le travail intérieur, pour tous ceux qui ont un sens créatif, que ce soit vraiment des artistes ou même moins, c'est-à-dire quelle va être notre attitude intérieure par rapport à ce qu'on a envie de faire de notre vie. Et moi j'ai découvert, et je peux partager ça avec des gens en leur disant, les gens souvent me disent, oui, t'as fait plein de choses, ok, mais surtout, j'ai essayé d'utiliser ma propre énergie et ma propre réflexion par rapport au fait d'être mon propre créateur. C'est une bonne transition, Pierre-Alain. Justement, comment est-ce que la spiritualité, tu as voulu la pousser? On sait tous les deux que c'est quelque chose qui est important. Comment est-ce que tu l'insuffles aussi dans ce monde geek, dans ces cultures-là? Alors attention, quand on dit spiritualité, peut-être qu'il y a des trucs qui font comme ça, qui disent oh là là, le gars va nous parler de certains trucs. La spiritualité n'est pas la religion, encore une fois. Les religions sont issues, je dirais, sont une sorte de... comme ces doigts-là, et puis la spiritualité serait là, c'est une sorte de tronc commun après la religion, et il y a plusieurs religions. Quand j'appelle spiritualité, c'est le questionnement sur simplement qu'est-ce que je fais de mon énergie, du point A où je me lève, du point Z où je me couche, et même peut-être entre les deux. Disons du point K, du K à Z, c'est le moment où je dors. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais, mon énergie personnelle, donc mon énergie qui va à la fois, je vais traiter avec moi-même, et comment je vais traiter avec tous ceux qui m'entourent. Donc voilà, pour moi, c'est pas une définition de la spiritualité, ça veut dire que je vais travailler avec mon propre être. Mais je vais travailler, c'est pour ça que j'essaie de partager ça, c'est un focus sur comment je traite l'énergie, mon énergie, comment je traite l'information que je reçois des gens que je rencontre ou de la vie, ce qui me traverse, et comment je vais le réutiliser pour à la fois l'utiliser pour moi et le partager. Mais ça peut être dans les jeux vidéo, ça peut être dans les films, ça peut être dans l'écriture de livres, ça peut être en étant un papa, voilà. C'est le terme spiritualité, si vous voulez que je l'explique à mon niveau, c'est ça. C'est-à-dire comment j'utilise ce focus d'énergie. On parlait avec monsieur, par exemple, des gens qui sont un peu chamans et qui traitent et qui arrivent à utiliser à travers eux l'énergie pour guérir ou en tout cas rééquilibrer certaines choses. Eh bien voilà, moi ma mère était comme ça. Et moi, j'ai essayé de choper cette chose-là. Donc, je crois à cette force, mais c'est pas une force. Je dirais c'est une force mystique, mais c'est une force qui fait qu'à chaque pas que je peux faire dans la réalité, la pure réalité ici, que je sois en train de signer des autographes, chanter, voir mes potes, ou encore une fois, être en famille, c'est de toujours avoir le focus de ce qu'on est en train de faire. Et surtout, ce focus c'est pas que j'écoute pas les autres, mais le discours des autres, je vais l'écouter me traverser, mais je vais pas essayer d'imposer à la fois ma vérité, et surtout je vais écouter la vérité de l'autre. C'est un peu peut-être large, mais est-ce que vous suivez là, ou c'est un peu difficile? Ce que nous a appris la pandémie, Pierre-Alain, c'était ce besoin malgré tout de partage. Hein. On a été coupé pendant 18 mois de beaucoup de choses. Là, pendant ce week-end, on l'a beaucoup vécu. Comment est-ce que toi, justement, tu partages ces mantras, hein, je sais que c'est quelque chose qui est important chez toi. Par quel biais? Je sais que tu utilises les réseaux sociaux, évidemment. Est-ce que c'est aujourd'hui un des points qui te permet justement de toucher le plus grand nombre? Est-ce que c'est aujourd'hui, justement, ton focus principal? Comment tu partages, justement, tout cela? Alors, si on doit parler de la pandémie, la plupart du temps, les gens qui ont discuté ou avec qui j'ai discuté, moi, personnellement, j'essaie, comme dans toute chose, j'essaie, la phrase que je sors tout le temps, quel est le cadeau derrière? De toute façon, je vais m'évertuer à poser des questions, comme disait Einstein. À un moment donné, Einstein disait toujours, moi, j'ai passé ma vie, 90% de mon temps, je pose des questions. Et j'attends 10% de mon temps la réponse. Et les questions qui sont très importantes chez moi, et même dans ma famille,
on le fait à peu près tous, c'est de voir le cadeau qu'il y a derrière toute chose qui vous traverse dans votre vie. La pandémie arrive, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais crier avec tout le monde au loup? Est-ce que je vais agir dans ma neutralité un peu suisse, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas mettre de l'énergie sur des processus, je dirais, de Don Quichotte, où je me bats contre des moulins à vent et ça ne sert à rien, ou d'essayer d'imposer ma vision des choses, mais par contre, dénicher ce sur quoi on va travailler, quel est le cadeau derrière, quel est le cadeau de ces 2 ans qui viennent de se passer. Tout le monde s'est remis en question de savoir ce qu'ils voulaient dans leur vie. Tout le monde s'est posé cette question-là. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le premier confinement, tout le monde était, mais tellement heureux, rappelez-vous. On était là, putain, on dit, oh, putain, en fait, ça me sent bien. On a le droit de regarder Netflix, on a le droit de rien faire. Tout le monde fait la même chose. Puis après, tout le monde s'est posé la question de dire, ok, mon sens de la liberté, c'est quoi? On a les masques, il y a tous les, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, je m'en fous. Mais à un moment donné, tout le monde se pose un questionnement. Et sur toute la planète entière, c'est intéressant, parce que c'est bien la première fois où tout le monde intérieurement se pose des questions. C'est quoi le sens de ma vie? Que ce soit un empêchement de la liberté ou des choses que j'ai à faire. On n'a jamais vu autant de gens qui disent « Oui, le télétravail, c'était vachement bien, mais d'ailleurs, est-ce que les gens avaient autant besoin que moi au bureau, par exemple ?» Il y a eu des tas de processus, c'est-à-dire chercher vraiment le cadeau derrière chaque chose en disant « Ok, je peux me battre contre un truc où j'ai l'impression qu'on me prive de quelque chose, mais c'est encore plus fort, à mon humble avis, c'est que, en tout cas pour moi, c'est plus fort encore de chercher derrière le cadeau, qu'est-ce que je vais voir. Et c'est pas une pensée positive, c'est pas la pensée positive. La pensée positive, c'est vouloir remplacer un truc négatif en disant oui, je vais penser positivement. Non, c'est un état d'esprit positif. C'est l'acceptation. C'est l'acceptation, c'est-à-dire que tu acceptes ce qui va te traverser, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et c'est marrant parce que je t'avais raconté d'où ça venait un petit peu cet exemple. Moi, il m'est arrivé un truc un jour, par rapport à, tu vois, on gère les choses de nos énervements, on gère notre manière de penser, etc. Et tu le sais, parce que tu m'en parlais tout à l'heure, Damien, il m'est arrivé un jour un truc étrange où j'ai bien été obligé de me poser des questions. Moi, je suis un motard, je circule en moto ou en scooter avec les motos que j'ai. Et un jour, j'ai un gros rendez-vous, et j'ai ma moto qui est garée au 7e sous-sol de mon parking à Paris. Et je suis en retard. Je suis en retard, donc je descends très très vite en bas, je prends c'était en hiver, donc ça caillait un peu, je prends ma moto, et je remonte les 7 étages, demi-étages, je mets 5 minutes pour remonter. Et à un moment donné, j'arrive à la fin, je fais merde, putain, mes gants. Je trouve pas mes gants. Juste avant de sortir du panneau, tu vois, je dis merde, putain, mes gants. Et là, je me fustige, tu vois. Tu vas être en retard, ça craint. Tu vois, le truc, tu te dis, putain, mais je suis trop con. Enfin, tu vois, tu vas. Comme on l'a tous fait. Et je redescends. Et je cherche à chaque fois. Et il était au dernier étage, c'était tombé. Je danse, je mets mes gants, je remonte. Et avant le dernier mouvement, avant d'arriver à la porte, j'entends il y a du bordel. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la porte du garage, du parking en fait. La porte du garage, il y a des gens qui sont là, ça crie partout, et un énorme camion encastré dans le garage. L'énorme camion encastré dans le garage. Et là, et les gens me disent, ah, qu'est-ce que ça va? Mais je dis, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a quoi? Il y a 5 minutes, il a loupé un truc, et il s'est pris le truc était monstrueusement cassé. Et là, je me suis vu, et je vous jure que c'est vrai, je me suis vu 5 minutes avant, en train d'ouvrir le truc, je prenais le truc. C'est sûr. Parce qu'on est obligé d'attendre, tu vois. Je prenais le camion. Et là, ce petit moment-là, je me suis dit, tu vois, Pierrot, t'as gueulé pendant. Tu vois, t'étais sur de la colère, de l'énervement. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre ce petit exemple qui paraît peut-être pour certains des hasards, mais essaye de le prendre et de l'appliquer. Cette petite chose qui vient de t'arriver. On est mystique ou on l'est pas, c'est pas grave. Tu peux considérer que c'est un grand hasard, vous appelez ça comme vous voulez. Sauf que là, le fait d'avoir paumé ces gants, mais tout le moment où je me suis énervé, je me dis, tu vois, cet énervement ne servait strictement à rien, parce que cet avenir-là, je ne le connaissais pas du tout. Et ça aurait pu changer totalement ma vie. Donc, ce que j'ai essayé de faire, depuis ce temps-là, c'est d'essayer d'être grand dans les petites choses, pour ensuite essayer d'être grand dans les grandes choses. Vous notez la phrase, c'est une contrainte faire une opportunité, c'est un peu ça, c'est-à-dire poser un regard aussi différent, positif sur ce qui est en train de se passer
Et ce que tu disais, savoir capter aussi le message. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'on fasse tous là, peut-être que les gens disent, ouais, mais toi, Badge, tu fais des films, tu fais des chaînes YouTube, tu t'es invité partout, etc. Ce qui est plutôt vrai. Mais en fait, c'est de chacun utiliser, de ce qu'on est en train de vivre, chacun utiliser. On parlait de toi, par exemple, tu as beaucoup de responsabilités, et on a eu ces discussions, je peux en parler, discussions, je sais pas, combien de personnes qui est autour de toi, j'en sais rien, les chiffres, c'est combien de personnes? Ça dépend. Oui, enfin, peut-être t'as du monde, mais tu disais à un moment donné, il faut savoir déléguer, il faut savoir un peu se hausser intérieurement et prendre un tout petit peu, faire confiance, que ce soit à la vie et faire confiance aux autres. Et donc, encore une fois, à chaque niveau de ce qu'on vit, c'est ça que j'essaie de partager avec les gens. C'est pas parce que moi je fais des trucs qui paraissent ok, il fait des voix, j'adorerais faire ça. Non, mais à chaque, qu'on soit cuisinier, boulanger, chauffeur, malade, etc., quoi qu'on fasse, trouvez l'angle où c'est vous qui dialoguez avec vous-même. Parce que je crois en une chose, c'est que je crois que, et c'est pas du mysticisme, c'est de dire que je crois en la force de l'énergie et on est son propre créateur. Et que surtout, c'est ce que j'explique souvent dans mes lives, c'est que tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous voyez autour de vous, ça, n'importe quoi, tout a été pensé avant d'exister. C'est important. Tout a été pensé avant d'exister. Ça a été pensé par quelqu'un, etc. Donc ça veut dire que si tout a été pensé avant d'exister, ce qui est intéressant, c'est ma manière de penser. Qu'est-ce que je suis en train de penser pour pouvoir faire des choses? Quand vous avez appris à conduire, je donne cet exemple, quand vous avez appris à conduire la première fois, vous étiez sur un parking avec un mec qui vous a dit « ça c'est un levier de vitesse ». « Ah mais c'est quoi ça ?» Et on a tous calé 10, 20, 30 fois. Et on était sur le parking, et puis on faisait rien de spécial. Ok. Et puis à un moment donné, il vous a laissé faire 150 mètres, sans toucher lui le truc. Puis après, vous êtes allé dans 3 rues, vous avez toujours calé. Et puis, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau, dans notre cerveau? Il s'est passé qu'au bout d'un moment, eh bien, comme dit Aristote, vos habitudes de pensée deviennent votre destin. Là, vous avez continué à apprendre à conduire, puis ensuite on vous a lâché. Vous avez fait super attention, vous étiez toujours focus, et puis maintenant c'est un instinct. Vous le faites sans réfléchir. Vous ne savez même pas que vous êtes en train de passer des vitesses. Par contre, vous pouvez avoir la conscience que vous allez à votre travail, et au-delà de ça, que vous emmenez les gens que vous aimez, découvrir de nouveaux paysages, vous emmenez en voyage, et vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez devenir un pilote. Et puis peut-être devenir un des meilleurs pilotes du monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. C'est la même chose. Comment vous allez mettre votre focus là-dessus? Et donc, c'est un processus que j'essaie, moi, d'appliquer et de partager. C'est ce processus qui dit, faites attention à la manière dont vous pensez, parce que ça démarre de là. Ça ne démarre pas d'un hasard incompréhensible, ça démarre, de quoi est fait la matière et la manière dont je pense. Donc, à n'importe quel niveau, tu veux devenir boulanger, il faut bien que tu apprennes, et tu vas, c'est ton focus. Pareil pour être parent. Est-ce que je suis en train de dire à ma fille, n'aie pas peur, ou j'ai confiance en toi? Vous voyez, et donc, en fait, c'est ce que j'explique souvent dans les lives, et c'est là où ma spiritualité, entre guillemets, c'est-à-dire que j'essaye de dire aux gens, il y a une différence entre la conscience et l'inconscient. Soit vous êtes conscient, soit vous êtes inconscient en pilote automatique, et vous écoutez ce que disent les autres, que ce soit BFM TV ou autre chose, c'est pas vous qui pensez, mais où vous êtes conscient de ce que disent les autres, BFM TV c'est-à-dire que, et l'idée c'est de devenir de plus en plus conscient, parce que de plus en plus on devient conscient, donc on devient de plus en plus créateur de ce qu'on veut. Mon pote qui fait sur sa chaîne YouTube, qui est hyper réflexive et qui est super bien sur le cinéma, quand il prend ses sujets, il va malaxer ces sujets, mais elles ne sont pas encore tournées. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous écrivez une lettre d'amour à quelqu'un, vous allez penser ça. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que si on veut changer notre destin, il faut bien analyser sa manière à chaque fois de penser. La force de l'intention, le pouvoir de l'imaginaire, très prégnant dans la culture geek. On a un exemple concret chez nous pendant le confinement, on a évidemment beaucoup souffert. On avait un projet d'encyclopédie de livres depuis plusieurs années. Finalement, c'était l'occasion de s'entourer, Romain en fait partie, Pierrot nous avait prêté sa voix, et donc on a lancé une encyclopédie qui s'appelle M42, qui a repris, en fait, on s'est entouré de 42 auteurs, et on a travaillé toute notre thématique autour justement de la magie et de la sorcellerie, et chaque année, on va avoir des volumes qui vont nous permettre justement d'approfondir nos réflexions autour de nos thèmes.
Donc je te rejoins assez sur d'une contrainte faire une opportunité et la force de l'intention qui va à un moment s'expérimenter et devenir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a même du partage tout simplement? Ce qu'on s'était dit avec Pierre-Alain, parce qu'on avait quand même évidemment préparé ce moment, on s'était dit qu'on aurait aimé, je sais que c'est pas évident, mais qu'il y ait un peu de partage d'expérience ou même tout simplement des questions par rapport à Pierre-Alain, sa carrière, ses choix. Voilà, donc je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions. Si c'est le cas, vous me faites signe et je viens vous voir. N'ayez pas peur. Tu leur fais peur, ouais. Il est un peu habité quand il parle, hein, vous inquiétez pas. Ouais, je me fais peur moi-même le matin. Je me dis, ah putain, c'est toi, putain, tu m'as reculé un truc, t'es bon. Alors des fois, je pars un peu. Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est vrai que c'est difficile de poser des questions là-dessus. Bien sûr. Mais les gens pensent que, tu vois, c'est tout ce dont je parle. Je pense que moi, ce que j'aime partager, c'est pas un truc qui est super éloigné de tout ce qu'on vit tous là. C'est vraiment chacun le vit à son plus petit ou son plus grand niveau. Là, c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire de ma vie. En fait, tu vois, j'en discute souvent avec ma fille, par exemple, qui est une artiste, qui chante extrêmement bien. Qu'est-ce que je fais? Je l'aide beaucoup, je la laisse faire. Et puis après, bon, elle a cette manière aussi de réfléchir, un peu comme moi, mais elle dit, je me pose la question, qu'est-ce que je fais de ma création? Qu'est-ce que je fais de ma vie? À tous les niveaux, qu'on soit dans un bureau, comment je vais réagir avec un chef qui me casse les bonbons, comment, tu vois, je dis, se recentrer tout le temps. Pour ça que je parle beaucoup de méditation. La méditation, les gens me disent, ouais, tu médites beaucoup. Non, je m'arrête. Méditer, c'est s'arrêter. C'est-à-dire, je refais confiance à ce qui, en moi, marche. Les gens, par exemple, qui sont négatifs, je dis tout le temps, vous n'imaginez pas le nombre de millions de choses qui marchent chez vous. Vous croyez, quand vous allez manger, vous allez manger votre hamburger et votre coca, qu'est-ce qui se passe? Je vais être un peu trivial, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est vous qui dites votre mental, s'il te plaît, globule blanc, tu vas t'occuper de... Est-ce que la vésicule biliaire est en marche, là? On est d'accord. Non, vous allez au WC au bout d'un moment, tout s'est débarrassé, vous n'avez rien fait. Hein. Donc ça marche. Donc ça veut dire que dans notre vie, il y a des trucs qui marchent. Et l'idée, c'est de regarder toujours les trucs qui marchent. Parce que le focus que vous allez mettre sur les choses qui marchent, vous allez au bout d'un moment les voir. C'est comme un GPS intérieur, vous allez voir les choses. Je donne souvent un exemple, par exemple, ça fait rire tout le monde. Je dis, vous pouvez faire une expérience sur ce qu'est la vie et ce qu'est la répétition pour réussir des choses, si on veut réussir des choses. Je dis par exemple, vous allez au bureau ou amusez-vous avec un copain ou quelqu'un avec qui vous travaillez. Et vous arrivez un matin, vous dites, en fait, je voudrais te poser une question. Tu peux me dire quelle est la couleur de la voiture à côté de laquelle tu étais ce matin? Il va te regarder, il va te dire, attends, t'as bu ou quoi? Non, c'est pas grave. Le lendemain matin, vous reposez la même question. Est-ce que t'as vu la couleur de la voiture? Tu me casses le bonbon quand même. 3 fois. Au bout de la 4e fois, je vous assure que le gars vient et fait, tu sais que j'ai regardé la couleur de la... Alors que ça n'a aucun intérêt. Ou vous met un grand coup de boule. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, son cerveau a été focus sur quelque chose. Par quoi? Par la répétition. C'est ce processus. Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est de la répétition. Et donc, il faut faire super attention à quoi dans notre vie? C'est à la répétition de ce que l'on pense. Si vous pensez que les gens sont cons, ou que les gens sont inutiles, ou que les races doivent être différentes, je sais pas quoi, on peut prendre tous les exemples. De toute façon, votre cerveau va vous le prouver. C'est comme quand on était petit, on était dans la voiture, on regarde les bagnoles jaunes. Bien sûr, au bout d'un moment, tu vois les bagnoles jaunes, quoi, c'est évident. Ou quand ta femme est enceinte, moi je sais pas comment c'était pareil pour toi, je voyais que des femmes enceintes. Tu vois, alors il n'y en avait pas plus que d'habitude. Bah, c'est bien pas de mon fait, je pense. Non mais en tout cas, voilà, donc ce système-là, ça veut dire que c'est un rapport, au sens créatif, au sens de notre cerveau, et j'insiste là-dessus, c'est que moi je peux en parler au niveau créatif, mais on est tous des créateurs. Qu'on soit en train d'être sur les ordinateurs à faire quelque chose qui nous paraît pas très intéressant et qu'on veut justement faire autre chose, et ben peut-être se posant la question de dire qu'est-ce qu'est ma vie, ce qui a servi le confinement d'ailleurs, c'est-à-dire ok, maintenant je me pose vraiment la question. Et vous êtes responsable à 100%, et j'insiste là-dessus, pour moi en tout cas, de votre sens créatif et de la manière dont vous pensez. Même le plus grand prisonnier du monde, on ne peut pas rentrer dans son cerveau. On peut lui faire certainement mal, mais c'est vous qui réfléchissez.
À partir de ce moment où vous savez que vous réfléchissez, vous avez une porte de sortie par rapport à votre mental, et c'est votre mental qui va faire la différence. On sait très bien que les grands champions, ça ne veut pas dire qu'on est tous des grands champions, mais on sait très bien que les grands champions, ce n'est pas la technique qui fait la différence, c'est le mental qui fait la différence. On sait très bien qu'un Kobe Bryant, un Lewis Hamilton, un Michael Jordan, toi qui aimes bien le basket, c'est 5h du matin et je rentre des billets de panier. Pourquoi? Pour que ça devienne un instinct. Et encore une fois, ce que je dis, Aristote disait bien, encore une fois, c'est que vos instincts, votre habitude devient votre instinct. Et tout d'un coup, tout le monde fait « Oh putain, pas gavé là ». Toujours pas de questions? Si, ah, mais c'est à tout. Attends, il y a un micro, ouais. Avec micro ou sans micro? Sans micro? Sans micro, très fort, très fort. Du coup, je voulais savoir comment était venue la collaboration avec Mamie Twink et si vous aviez déjà fait des voix pour des documentaires. Alors, des voix pour... Attends, tout le monde a entendu ou pas? Non. Collaboration avec Mamie Comment est venue la Twink. collaboration avec Mamie Twink? Tout le monde connaît Mamie Twink? Oui. Non. Mamie Twink, ce sont de gros youtubeurs qui ont commencé par... qui ont 2 millions d'abonnés à peu près, et qui ont fait de on travaille sur Warcraft au début, qui sont des geeks Warcraft, et ensuite qui ont fait de l'urbex, pour ceux qui savent. C'est eux qui ont fait, on a fait ensemble un gros film sur Tchernobyl. Ils sont allés à Tchernobyl. Et maintenant, ils sont spécialisés sur des histoires de guerre. Et donc, c'est mes frangins. Comment je les ai rencontrés? Je les ai rencontrés à ce fameux festival Hearthstone de Lille. Et je ne savais absolument pas qui c'était. Puis en plus, je découvrais qu'il y avait des fils et des fils de gens qui venaient regarder en disant comme ça. Et moi, je suis arrivé, j'ai dit excuse, mais je ne sais même pas qui vous êtes. Donc, ça leur faisait plaisir qu'on ne les reconnaisse pas quelque part. Et donc, on est devenus frangins là-dessus parce que ce sont des gens extrêmement bienveillants. Et voilà. Et pour répondre à ta deuxième question, les documentaires, oui, j'en ai fait beaucoup. Vous savez, Et attends, est-ce qu'il y a donc d'autres projets? C'est ça aussi la question? Derrière, avec eux? De toute façon, oui, on continue l'histoire de guerre. J'ai fait la voix pour leur pour le premier pour Amazon, là, le premier pour Audible plutôt, pour leur premier livre qui s'appelle je sais plus. D'accord. J'ai l'histoire de guerre dans la tête. Enfin, voilà, quoi. Et voilà. Donc au niveau du documentaire, pour te terminer, oui. C'est cette voix qui vous endort le dimanche en vous parlant des... Nous sommes au bord du lac, et ça va beaucoup. Approchons-nous un peu plus près. Et là, vous dormez, vous êtes en sieste le dimanche après-midi. C'est grâce à moi. On dit merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai cru voir quelques... Ouais. Avec micro, peut-être? Oui? Allez. Comme ça, on va t'entendre. Ah. J'aimerais savoir quel doublage vous a le plus apporté en termes d'expérience. J'ai pas compris quel? Quel doublage en expérience. Je sais pas si on peut dire ça amène de l'expérience. Qu'est-ce qui a le plus marqué, peut-être? Oh, il y en a plein, de toute façon, mais évidemment, pour ceux qui connaissaient toute l'histoire qu'il y a eu autour de l'aubergiste d'Hearthstone, qui a été un grand... Écoute, au niveau du doublage, non, c'est pas moi mes rencontres, c'est plutôt comme c'est Damien, la rencontre avec Luc Besson, où absolument par hasard, il m'a repéré dans une comédie musicale pour me faire jouer dans un petit rôle dans Le Grand Bleu. Pour ceux qui connaissent Sûrement, tout le monde connaît Luc Besson. Oui. Ouais. Et voilà, en fait, oui, pour répondre à ta question, il n'y a pas spécialement... c'est vrai que le doublage, c'est un peu un truc, ça m'a pas formé, quoi. Par contre, ce qui m'a formé, c'est vraiment de rencontrer un personnage comme Luc, qui moi, m'a fait confiance directement. Donc j'ai tourné avec lui un tout petit rôle, hein, parce que les gens ils disent « t'as fait le Grand Bleu ». Non, j'ai pas fait le Grand Bleu, j'ai été dans un tout petit rôle dans le Grand Bleu. Mais on s'est tellement bien entendu qu'il m'a engagé dans sa boîte de prod, et j'ai appris la production avec Luc. Et ensuite, oui, j'ai fait Nikita, j'ai tourné dans Nikita. Et après, j'ai travaillé sur la prod de Atlantis, et la prod de Léon, et la prod du 5e élément. Ouais, c'était assez... 5e élément, c'était pas mal du tout, ouais. On a travaillé pas mal. Moi, on va peut-être un peu spoiler, je suis désolé. Sur les... où tu vas voir ton train, ne t'inquiète pas. Non, il va bientôt partir.
Au niveau des Cités d'Or, il y avait justement ce personnage un peu manichéen, oui. où tu as fait à la fois l'ombre et la lumière. Ah ouais. Je pense que c'était intéressant à traiter, Ambrosius. Ah oui, ça c'est intéressant. Il y en a qui ont suivi les dernières saisons des Mystérieuses Cités d'Or ou pas? Dernière saison, hein. Alors il y avait les Mystérieuses Cités d'Or avant. Oui, les derniers qui sont sortis, oui. Ah oui, ça c'était pour répondre à ta question, ça c'est un des trucs les mieux que j'ai fait. Je raconte vite fait l'histoire. En fait, les Cités d'Or, qui était un hit il y a 30 ans, hein, on est d'accord. Donc TF1 décide de refaire en 2D, 3D, oui, un truc plutôt assez ambitieux, mais ils refont le casting, ce qui met la communauté en émoi en disant pourquoi vous n'avez pas pris celui-là, pourquoi vous n'avez pas pris celle-là, et la réponse de TF1 c'est parce que la moitié sont morts quand même. On va pas essayer de les faire revenir, il y en a qui étaient morts, tu vois, genre, tu pouvais pas quoi. Et donc ils refont un casting, et pour raconter l'anecdote qui était plutôt mignonne, donc je passe le casting, et il y avait tout Paris qui était là-dedans, et on me dit tiens, il y a un personnage que tu vas faire, c'est une sorte de, ça se passe en 1700, hein, et il y a un nouvel ami tout le monde connaît les Messieurs Cités d'Or à peu près, Esteban, Zia, Tao, etc. Enfin les gamins qui sont trucs, et il y a un nouvel ami des gamins qui sera une sorte de génie. Qui fait 1m30, roux, avec la barbe, qui va s'appeler Ambrosius, et qui est une sorte de capitaine Nemo, Jules Verne, qui invente des machines volantes, et qui va les aider. Voilà. Et le gars est un mec très gentil, voilà. Et on me fait passer le casting, et je trouve une voix que je compose entre Doc de Retour vers le futur, Heimerdinger, pour tous ceux qui connaissent, hein. Il part en disant « Oh, je suis tellement content d'être Ambrosius, un génie français, oh, les enfants !» Il parle comme ça, quoi. Comme ça. Et puis on fait passer le casting, et puis on me dit on va te faire passer un autre personnage, c'est le super méchant. Je dis, bon d'accord, comment il s'appelle? Ah ben lui il fait 2m30, il est sous une cape de prêtre, c'est une énorme masse, qu'est-ce que tu ferais? Donc je fais un truc, on s'amuse toujours à le faire à chaque fois, tu vas commencer à connaître la peur, il parlait comme ça. Ok. Et puis 2 mois après on m'appelle, on me dit, TF1 m'appelle, elle me dit est-ce que tu peux venir à TF1? Donc j'arrive à TF1, je dis oh ça sent bon quand même parce qu'on peut venir, tu vois, tout le monde m'aura appelé un coup de fil. Et on me met dans une salle et on ferme la porte, on me dit, je dis pourquoi vous fermez la porte? Non parce qu'on discute entre nous. Je dis ouais bon. Il dit tu as le rôle de Ambrosius, le génie machin. Je dis super, c'est vachement ça. Bon. Et il me dit tu vas faire aussi le rôle du méchant. Je fais c'est sympa, mais je pense qu'il y a de mes potes qui peuvent faire le rôle du méchant, quoi, tu vois, mais vraiment naïf de ma part. Et là ils me disent attends, on va t'expliquer, c'est pour ça qu'on a fermé la porte et que personne n'est là. C'est le réal qui était là et le directeur de plateau me dit le problème c'est qu'il va y avoir une première saison, il y aura 26 épisodes. Donc, les gamins vont rencontrer Ambrosius, super, il va les aider, etc. Et ils vont être poursuivis par ce Zarès, tout le temps, etc. Sauf que le dernier épisode des 26, qui va s'appeler La Révélation, on vous le dit, on avait tous les trucs, il dit en fait, tout le monde va savoir, en tout cas, pas les gamins dans le scénario, mais en tout cas, les téléspectateurs vont s'apercevoir que le petit Ambrosius d'1m30 est le Zarès et le méchant. Donc, ils m'interdisent de parler à qui que ce soit de ce que je vais faire. Je signe, parce que j'avais eu le problème avec l'aubergiste, je ne voulais pas y retourner, tu vois. Et ils me disent, il va y avoir, ça va être la ruée sur les réseaux sociaux, tout le monde va se demander qui fait quoi. Donc on n'était même pas dans le générique. Il n'y avait pas nos noms. En tout cas, moi, il n'y avait pas mon nom. Tu vois, il y a le nom pour Ambrosius, mais il n'y avait rien de... C'était même pas écrit, d'ailleurs. Et donc je passe toute mon année tout seul en studio à faire les enregistrements sans mes copains qui ne doivent pas savoir eux que je fais le méchant. Et c'est pour ça que je dis, c'est là où c'est intéressant ta question, et donc je me suis éclaté avec ça. Pourquoi? Parce que de temps en temps j'étais obligé, je donnais des petits indices, mais personne ne pouvait le savoir. Tu sais, il était toujours gentil en disant ah c'est tellement incroyable, nous pourrions le capturer un peu quand même, non? Hein, c'est pas plus que ça. Et pourquoi Damien il aime bien ces trucs, et on finira là-dessus parce qu'après on a mon train. Te dire et répondre à ta question pourquoi ce métier-là parfois est extraordinaire, c'est que quand j'ai joué
la révélation. Donc à un moment donné, en fait, la scène, c'est donc Ambrosius qui capture Mendoza, pour ceux qui voient, Mendoza qui est le protecteur des gamins. Et en fait, pendant qu'il parle à Mendoza qui est prisonnier, en fait, on s'aperçoit pourquoi c'est le méchant, parce qu'il est un des premiers inventeurs, en tout cas dans le scénario, d'une sorte d'exosquelette, où il s'enfile dans un exosquelette pour devenir cette énorme masse. Et en fait, ils m'ont fait jouer toute la scène, et c'est moi qui devais changer ma voix à chaque fois. Donc ça donnait un truc, en fait, je vous le refais comme ça vite fait, et ça a joué, c'est extraordinaire. C'était genre, oh Mendoza, vous êtes tellement mon invité. C'est c'est extraordinaire. Hein? Venez plus près, vous allez voir ce que c'est que d'être au cœur des décisions. Oui, vous aurez bientôt le plaisir de rencontrer exactement ce que je suis. Et vous saurez que peut-être il y aura une fin que vous n'allez même pas comprendre. Voilà, donc c'est ce que je faisais. On peut l'applaudir. C'est avec la bouche, un deuxième sonore, avec créativité. On peut prendre une dernière question, parce que j'aimerais bien qu'il ait son train quand même, là. Au fond à gauche. Tu veux un micro ou pas? Non, vas-y, on t'entend bien. J'aimerais bien que tu refasses la voix de Cled. Ouais, tu veux la voix de Cled. Le gars veut la voix de Cled. C'est sûr. C'est Tout le sûrement. monde connaît la voix de Cled, c'est Lilo Bédion, hein. Scar, mais qu'est-ce que tu fais? Réponds aux questions. Tu es ami avec BD, le gars qui te casse les bonbons. Voilà, c'est Western. Concrètement, en fait, on va jusqu'à 45. Est-ce que, pareil, d'autres questions, d'autres... On était parti sur la spiritualité et tout d'un coup on est sur... C'est normal. On a le cyclope là. Ah oui. Est-ce que les projets amateurs de doublage t'ont autant marqué que les projets professionnels? Genre par exemple Elva Boss, que je sais que vous avez joué. Ah, il y en a très peu de projets amateurs. Hein. Ça me marque pas beaucoup parce que c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas... Alors pour ceux qui connaissent pas, Elva Box, c'est une série, et où il y a beaucoup de gens qui s'essayent au doublage. Et donc moi ils m'ont demandé de faire des démons dedans. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est comment répondre sans être... je sais pas quoi dire. C'est un one shot quoi. C'est anecdotique parce qu'en fait on n'est pas avec des gens avec qui on travaille. C'est vraiment on fait ça à distance. Voilà quoi. Et puis quelque part c'est pas de jeu non plus. C'est-à-dire que moi je suis pas là pour prendre la place de gens qui ont envie de faire ce métier. Donc moi je suis arrivé, j'avais tellement l'habitude que évidemment j'ai chopé le rôle quoi. Voilà, c'est un peu ambigu en fait tous ces trucs là. Je sais pas si ça répond à ta question, mais... Est-ce que tu peux faire la voix du démon, tu sais? Oh putain, je me rappelle plus du tout. La voix du démon, je me rappelle plus. C'est super agressif, hein. Oui, c'était très... C'était bien mon style, quoi. Ouais, un peu comme le méchant, mais en beaucoup plus aigu, je pense. Je vais te dire une autre chose. Ah, c'est un peu quoi ça? Je vais te manger. Je parle comme ça chez moi, hein. C'est que là, voilà, moi je rentre chez moi et je dis... Mais il a plus de papier au WC. Passe-moi le sel. Moi, je vais finir, mon cher Pierre-Alain, avec les projets pour les prochains mois, prochaines années. Un livre? Alors d'abord, faire des conventions avec Leno, avec BD, avec tout le monde, ça c'est sûr. Donc l'Animasia, il y a intérêt si vous pouvez venir. Il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est le plaisir d'être avec tout le monde. Oui, pour les projets, donc on est toujours dans humilité.fr. Bien sûr, oui. Oui, pas mal de choses, un petit peu partout, donc mon boulot normal. Je suis en train de faire un livre, alors qui est un livre, je peux vous le dire, qui est un livre spirituel, et je travaille avec un autre auteur qui est comme mon frère, un peu comme moi, et on a un peu la même manière de penser. Je peux vous dire comment ça va s'appeler. Ça s'appellera Les Beautés Révélées, ça c'est le grand titre. Je crois que ça s'appelait Page, non? Oui, ça c'est mon avion, ça s'appelle Page. Et Les Beautés Révélées, en fait ce que je voudrais, un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire donner des textes et montrer les plus petits, comme quoi les plus petites choses peuvent être vues sur un angle hyper beau. Voilà, Les Beautés Révélées. Et le titre du livre s'appellera
l'oiseau qui chantait l'infini et l'arbre qui parlait d'éternité. On peut applaudir, c'est beau. Donc on a ça, et puis un peu plus léger, album de funk, pour que les culs se lèvent. Ouais, c'est vraiment ça, je te jure. Album de funk, c'est vraiment ça l'idée, ça va s'appeler Good Vibes, c'est pour que les culs se lèvent. C'est pas pour dire, je trouve que c'est vachement poétique, c'est vachement beau. Non, on se lève, non pas tous pour Danone, mais en tout cas pour et on danser. danse. Et voilà. Merci Pierre-Alain, merci à toutes et à Damien, tous. merci. J'en profite pour à nouveau signifier tout mon amour. Pourquoi est-ce que Pierre-Alain il est important dans ce que l'on fait? Parce que justement, vous voyez, il est beaucoup dans le partage et je crois beaucoup à la transmission. Voilà, donc je voulais te remercier pour ton énergie, pour justement ton attitude, tes pensées. Et puis vous aussi, je voulais vous remercier parce que ça fait 20 ans qu'on fait ça et c'est vrai que parfois on se rend plus compte. Je pense aux équipes du Parc des Expos qui ont été très étonnées dès la première édition, et encore plus cette année, par la qualité en fait du public. Ouais, ça, c'est super. La gentillesse, le partage, les sourires, la politesse, ça peut vous paraître fou, mais c'est quand même une denrée rare. Donc voilà, j'en profite également pour vous dire que c'est ce qui nous nourrit au quotidien. Et quand je vois moi tous ces sourires et toutes ces belles énergies, ben, ça me donne envie de continuer encore pour quelques décennies. Donc merci du fond du cœur. Franchement, et t'as l'impression, c'est vrai, hein, je veux dire là-dessus, notre garde du corps qui arrive. Merci parce que vraiment, tu vois, on voit tous les regards, c'est des regards bienveillants et amicaux, et on peut dire, moi j'ai pas honte de dire que vous êtes mes amis. Merci pour tout, on vous aime très fort. Merci mon Pierre-Alain. Merci aux bénévoles qui ont géré la salle. Et puis on vous dit soit Animasia le 9 et 10 octobre à Bordeaux, 17e édition sur le thème de la gastronomie, soit les 2 et 3 avril 2022 à Angers sur le geek au féminin. Voilà. Merci beaucoup, très bonne fin de salon. Et puis ben, à très bientôt.